N'attendez pas d'être dans l'urgence pour aller demander un crédit logement. Préparez-vous suffisamment à temps. N'attendez pas d'avoir donné l'engagement à la société de vente, la société de promotion immobilière. Vous êtes coincé, on vous demande 1 mois ou 2 mois pour payer et vous cherchez la banque qui va vous accorder le crédit le plus rapidement possible. Alors là, vous n'aurez pas le choix de négocier. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes une fois encore très heureux de vous accueillir sur la chaîne Sérénité Financière 365. Nous sommes rendus aujourd'hui à l'épisode 11 de notre émission et le thème d'aujourd'hui va être « Avant d'acheter votre première maison à crédit, 3 erreurs courantes et 5 pièges à éviter ». Le sujet est intéressant, n'est-ce pas? Alors, accordez-nous quelques minutes et on va pouvoir échanger sur la thématique. Parlant d'achat d'une maison, nous avons spécialement choisi de parler de l'option d'achat à crédit. On sait qu'il y a des personnes qui choisissent d'acheter leur maison en espèces. Il y en a qui choisissent de l'acheter à crédit. Il y en a qui choisissent de l'acheter de manière mixte, une partie en espèces cash et une partie à crédit. Nous allons davantage nous intéresser à ceux qui souhaitent acheter leur maison à crédit et particulièrement ceux qui souhaitent acheter leur premier logement à crédit. Alors, il est vrai que acheter un logement peut avoir beaucoup d'enthousiasme, mais également, il y a quelques erreurs que nous voyons assez souvent, que dans ma carrière de banquier, j'ai pu voir longtemps, et même dans ma carrière de banquier d'affaires, je continue de voir en travaillant avec plusieurs acteurs de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? En réalité, parce que on sait qu'on est en train de prendre une décision qui va être une décision importante. Donc, si on prend une décision qui est importante, il faut bien se préparer. Il ne faut pas se précipiter. Voilà, parce que pour la plupart des personnes comme vous qui me regardez en ce moment, pour plus de 90% des personnes, l'achat de la maison représente le plus gros investissement, ça représente leur plus gros bien. Donc, si vous vous trompez sur un bien qui représente l'essentiel de votre patrimoine, imaginez donc qu'à ce moment-là, vous fassiez une erreur de 5% ou de 10%. Je vais prendre le cas simple d'une personne qui va acheter une maison qui coûte 50 millions. Quand vous vous trompez de 10%, parce que vous avez pris une décision qui n'a pas été bien encadrée, en réalité, vous vous trompez de 5 millions. Si vous êtes une maison de 100 millions et que vous vous trompez de 10%, il s'agit de 10 millions effectivement. Donc, il faut faire attention parce que c'est un investissement qui est l'un des plus gros chez la plupart des personnes. Deuxièmement, la maison est associée à beaucoup d'émotions. Vous savez, en Afrique, et même d'ailleurs ailleurs que l'Afrique, je pensais que c'était seulement un problème africain, mais je l'ai réalisé que ce soit en Europe ou aux États-Unis, être propriétaire, c'est une question très importante. Bien qu'être propriétaire puisse être importante, on peut l'être à crédit ou on peut l'être en ayant payé totalement cash. Dans tous les cas, être propriétaire est un moment de grande émotion, non seulement pour nous qui décidons d'acquérir le logement, mais pour tous les proches et pour le regard même de la société. Donc, parfois, cette importance-là peut amener des personnes à décider de manière très irrationnelle. Donc, il faut qu'on en soit conscient. Il y a beaucoup d'émotions associées à l'acquisition d'un logement. Alors, on va entrer maintenant dans les erreurs courantes que nous observons. On a dit qu'on allait partager 3 erreurs courantes. C'est peut-être pas dans l'ordre que vous aurez attendu, mais il faut partager ces erreurs-là. C'est peut-être pas forcément les erreurs qu'on rencontre chez tout le monde, mais l'observation nous amène à voir que ces erreurs reviennent chez la plupart des personnes. L'erreur numéro 1 que nous avons pu relever, c'est le fait de ne pas bien évaluer sa capacité d'endettement. Alors, il s'agit de quoi? Vous voulez acquérir un logement à crédit, n'est-ce pas? Et ça veut dire que vous allez acquérir ce logement-là en allant emprunter auprès d'une institution financière, auprès d'une banque, pour être plus précis. Si, en allant emprunter, vous essayez d'approximer en fait votre capacité d'emprunt, eh bien, vous aurez peut-être un mauvais chiffre par rapport à tout ce que vous allez dépenser pour pouvoir acheter votre logement. Donc, la première démarche à faire, c'est de dire, il faut que je mesure très bien quelle est ma capacité d'emprunt. Je m'intéresse à une maison, je n'ai pas l'argent cash, je souhaite acheter à crédit. Donc, c'est important d'aller me rapprocher de ma banque, me rapprocher peut-être parfois de mon institution, de mon entreprise et bien entendu de ma banque pour savoir qu'est-ce qui est possible par rapport à ma situation. Et pour savoir ce qui est possible, il y a la partie légale. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, comme nous en ce moment, il y a des textes qui régissent en fait ce qu'on appelle la quotité cessible. Il y a des éléments à prendre en compte parce que vous devez savoir quel est le revenu que vous avez, quelles sont les charges que vous avez. L'État a choisi d'encadrer en fait
le montant maximum que vous êtes autorisé à donner en remboursement à la banque. Et si on s'en tient à la dernière révision qui a été faite en Côte d'Ivoire en 2014, le minimum maintenant est passé à 35%. Donc, pour quelqu'un qui a un salaire de 200 000, il peut affecter jusqu'à 35% de son revenu au remboursement d'un crédit immobilier, d'un crédit quelconque, donc dans notre cas du crédit immobilier. Si vous avez un salaire, je prends un exemple, je ne vais pas lire tout, je prends un autre exemple. Si vous avez un salaire entre 600 et 800 000 par exemple, la quotité peut monter jusqu'à 45%. Et quand on va jusqu'à un salaire de 2 millions, on pourra même aller jusqu'à 57%. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce qui est permis est forcément bon? Pas forcément. Donc, on va y revenir. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire, mais un des pays d'intérêt, pour vous qui me regardez, c'est aussi le Cameroun. Au Cameroun, la quotité est restée à 33%. Donc, pour me résumer, en Côte d'Ivoire, la quotité peut passer de 35% jusqu'à 57% en fonction du salaire. Mais au Cameroun, la quotité est restée à 33%. Mais attention, le fait de garder la quotité basse, c'est une bonne chose à mon avis, mais on a souvent vu des personnes officiellement avoir une quotité qui est peut-être limitée à 33%, mais dans l'informel, développer d'autres prêts. Alors, si vous vous dites que la banque a pris 33% et que vous allez au quartier auprès des acteurs informels, emprunter encore, quand vous mettez tout ensemble, si vous dépassez un certain seuil, en réalité, vous allez toujours face au stress financier. Vous allez faire face au stress financier. Donc, il faut qu'on fasse attention. Quand on parle de capacité d'endettement, il faut regarder la capacité formelle et la capacité informelle pour savoir qu'est-ce qu'on peut avoir effectivement avant de dimensionner la maison que nous voulons. Alors, de manière pratique, si je devrais vous donner quelques conseils pour pouvoir bien ajuster votre capacité d'endettement avant d'engager l'achat à crédit de votre logement, la première chose que je vous demanderais, ce serait de commencer à travailler à éliminer les crédits de consommation. En réalité, quelqu'un qui est déjà endetté, qui a pris divers crédits de consommation, n'est pas encore qualifié pour aller demander un prêt immobilier. C'est peut-être pas le moment, n'est-ce pas? Peut-être que c'est important d'avoir un logement, mais simplement le moment où alors les conditions préalables ne sont pas réunies. Le premier conseil que je dis, c'est, comme on le recommande à l'étape 4, pour ceux qui sont familiers au modèle sérénité, au parcours sérénité financière 365, vous savez, dans les 6 étapes, les 3 premières étapes constituent les fondations qui vous permettent de bâtir votre capacité à épargner. Si vous n'avez pas éprouvé votre capacité à épargner en ayant éliminé également les dettes de consommation particulièrement, alors vous n'êtes pas bien qualifié pour pouvoir accéder à un crédit pour pouvoir acquérir votre logement. Donc, conseil numéro 1, attelez-vous à éliminer au préalable toutes les dettes de consommation. Conseil numéro 2, il faudrait que vous limitiez le remboursement maximum à prélever. Et moi, je suggère 35%. À Daken Business Coaching, nous conseillons 35%. Pourquoi? Parce que même si la quotité permet, par exemple, en Côte d'Ivoire d'aller jusqu'à 57%, il va s'en dire qu'il y aura d'autres charges. Quand vous essayez d'avoir un nouveau logement, il y a d'autres charges d'électricité, d'eau et d'entretien de domicile qui peuvent venir amputer encore vos revenus mensuels et limiter votre capacité à pouvoir couvrir vos charges courantes. Donc, limiter à 35%. Troisièmement, il faudrait que le crédit, je vous recommande de vous limiter à 15 ans. Pourquoi? Même si les banques offrent 20 ans, d'ailleurs, j'ai vu des personnes qui me disaient que 20 ans, c'est petit parce qu'en Occident, on offre 30 ans. Ne regardez pas simplement parce que vous avez entendu que les gens s'endettaient sur 30 ans. Nous, dans notre contexte africain, c'est même très lourd parce que le crédit, sur des durées assez longues, est encore quelque chose de récent. C'est pas, il y a 10 ans, beaucoup de banques n'offraient pas le crédit, par exemple, à 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui est encore nouveau. Même émotionnellement, on n'est pas encore préparé à aller sur des durées qui sont extrêmement longues comme celle-là. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas préparé, vous, à avoir déjà reçu une expérience du crédit avant, vous allez bien accepter 20 ans, peut-être même vouloir plus, mais en chemin, vous allez vous rendre compte que c'est assez lourd. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de dire, limitons ce crédit-là à 15 ans. Pourquoi? D'abord, on a limité à 35% de notre quotité. On a limité à 15 ans. On a espoir que nos revenus vont augmenter. Donc, pendant que nos revenus vont augmenter, on aura peut-être un peu plus de marge. Et peut-être d'ailleurs, on aura de temps en temps des petits bonus qui viendront. Donc, c'est pour qu'on utilise ces revenus supplémentaires-là pour en fait raccourcir la durée. Donc, 15 ans, c'est au moment d'engager le prêt, de contracter le prêt. Mais après, idéalement avec le temps, autant que vous pouvez avoir des revenus secondaires, travailler à réduire ce délai-là, peut-être pas forcément à 10 ans, mais peut-être à 12 ans, peut-être à 13 ans s'il le faut. Mais dites-vous que 15 ans, c'est le maximum de départ. Et au fur et à mesure, il faut travailler à réduire cela.
Je sais que pour beaucoup, ça va peut-être un peu les contrarier parce qu'à partir de 20 ans, ils avaient estimé la maison qu'ils devaient avoir. Mais si on veut être réaliste en tenant compte de votre capacité d'endettement actuelle, il vaut mieux réduire en fait le standing de la maison que vous souhaitez acquérir. Le quatrième conseil que je pourrais donner là, ce serait de dire, il y a un aspect qui n'est pas assez souvent mis en avant. La plupart des banques, particulièrement peut-être en Côte d'Ivoire, exigent en plus du remboursement mensuel de faire une épargne mensuelle obligatoire. Vous savez, ça veut dire que vous avez pris un crédit, la banque vous dit, par exemple, on va prélever, je ne sais pas moi, 35% de votre salaire, donc vous avez un salaire peut-être d'1 million, la banque prélèvera 350 000 par mois, mais elle va vous astreindre encore à faire une épargne obligatoire peut-être de 25 000 ou peut-être de 50 000 par mois. Alors, si vous n'en tenez pas compte, vous allez peut-être penser que vous aurez tous vos revenus, vous allez dire oui, la banque a pris juste 35%, mais au moment de mettre en place le crédit, on va vous imposer encore ce prélèvement obligatoire-là. Donc, tout ça rentre dans l'évaluation de la capacité d'endettement. Au moment d'emprunter, rassurez-vous du montant exact que la banque vous demande comme épargne obligatoire. C'est peut-être votre argent, c'est vrai, mais il faut le savoir pour tenir compte de vos engagements et ne pas vous stresser jusqu'à l'extrême. Alors, l'erreur courante numéro 2, cette fois-ci, c'est quoi? Pour beaucoup de personnes, eh bien, c'est penser que sa première maison sera la dernière. Vous savez, quand vous posez une action ou bien vous achetez un logement, quand vous pensez que ce sera votre dernier logement, vous avez envie de tout mettre. Vous avez envie que ce soit le plus beau logement, le plus grand, le plus confortable, qu'il ait tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir dans votre vie. Eh bien, parfois, premièrement, ce perfectionnisme-là vous amène à faire trop de modifications. Vous prenez un logement standard livré par le promoteur, vous essayez d'apporter tellement de modifications sans vous imaginer que ce sont des modifications qui vont être coûteuses. Une petite modification par-ci, par-là, parce qu'il faut qu'elle soit exactement à votre goût, à celui de votre épouse, et qu'il faut qu'elle soit capable d'impressionner vos amis et tout. Non, la première maison n'est pas obligée d'être la dernière maison. Donc, si vous considérez que c'est juste votre première maison, peut-être que vous allez pouvoir, en vous projetant, pouvoir y séjourner peut-être pendant 10 ans d'abord. Si professionnellement vous avez évolué, vous allez peut-être, et ça je vous le souhaite, vous allez peut-être être amené à reconsidérer un deuxième logement. Pourquoi? Parce qu'en tenant compte déjà du fait que la famille peut évoluer, certaines personnes ont des enfants, ils peuvent avoir plus d'enfants, ou peut-être avoir des enfants d'un certain âge qui demain partiront de la maison. Et donc, si on n'anticipe pas cette évolution de la famille, si on n'anticipe pas également la mobilité professionnelle qu'on peut avoir, on va prendre une maison qui est parfois trop grande et vous prenez la maison et malheureusement après, quelques temps après, on vous affecte dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc, il faut qu'on tienne compte de son emploi, de ce qui peut se passer dans son emploi, de l'évolution prévisible de sa famille et de la possible mobilité professionnelle. Idéalement, quand vous engagez un premier logement, ne vous projetez pas sur 30 ans. Dites-vous que c'est une maison qui dans 10 ans, vous pouvez choisir, par exemple, de céder pour pouvoir prendre une autre, plus grande ou plus petite en fonction de votre évolution ou du choix que vous aurez fait de vous établir professionnellement dans un environnement ou pas. Le troisième conseil que je peux donner, le troisième point pour illustrer cette erreur-là, c'est que la plupart du temps, comme on a chargé cette décision de beaucoup d'émotions, on ne prend pas le temps d'analyser beaucoup de scénarios. Voilà, j'ai trouvé la maison, on m'a parlé d'une maison et tout de suite j'ai envie de passer à l'action. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je vais choisir d'aller dans un logement individuel ou dans un logement collectif? Par exemple, est-ce que je choisirais d'habiter dans une villa ou d'habiter dans un appartement, dans un immeuble? C'est un cas qu'il faut pouvoir analyser. Est-ce que je vais choisir d'habiter dans une villa qui est isolée ou bien dans une villa qui est dans une cité? C'est une option qu'il va falloir analyser. Vous voyez? Est-ce que je vais choisir d'acheter une maison pour l'habiter personnellement ou bien pour la louer? Il y a plusieurs scénarios qu'il faut faire. Et en fonction de cela, ça peut impacter la façon de gérer nos finances maintenant ou à terme. Est-ce que c'est le moment d'acheter maintenant? Est-ce que parce qu'on a dit qu'il y a un programme qui est très attrayant, il faut acheter tout de suite ou bien il faut différer? Il faut vraiment faire une simulation et dire voici les revenus que j'ai maintenant, voici l'anticipation que j'ai, voici le fait que je considère que ce sera ma maison maintenant, mais ce n'est pas la dernière maison. Je peux décider de différer cet achat-là peut-être de quelques mois, de quelques années, voilà, même de 5 ans, pourquoi pas? Peut-être après avoir analysé les différents scénarios. Vous savez, il faut qu'on fasse attention de faire des achats impulsifs. La maison est chargée de beaucoup d'émotions. Ce n'est pas parce que votre maman vous a dit que c'était le moment d'acquérir le logement qu'il va falloir l'acquérir tout de suite. Ce n'est pas parce que votre épouse vous a dit que tous vos camarades sont déjà chez eux, propriétaires, qu'il va falloir que vous le fassiez. Il faut mettre certaines choses avant les autres. Il y a la façon de prioriser en fait
les grandes actions, les grandes décisions dans votre vie. Analysez votre cas personnel, le cas de votre famille, de votre ménage, pas de manière générale par rapport à l'ensemble de vos collègues. Donc ça, c'est important pour ne pas se précipiter et aller faire un choix qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop rapide, sans tenir compte d'autres aléas. Alors, un des éléments que je vois le plus souvent, et ça dans mes formations, mes différentes formations, les gens m'interpellent sur cette question-là. On me dit, oui, mais en fait, si je n'achète pas la maison aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans, le terrain aura pris de la valeur, la maison sera devenue beaucoup plus chère, je ne pourrai plus acheter. Parfois, il vaut mieux différer au lieu de se condamner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous souhaitez être le propriétaire de la maison. Vous ne souhaitez pas que la maison soit votre propriétaire. Vous n'allez pas devenir l'esclave de la maison parce que vous avez pris une décision où vous n'étiez pas assez préparé. Donc, il faut acheter, mais arrêtons et faisons attention à l'agitation de la peur pour dire les prix vont augmenter, c'est le moment d'acheter maintenant. Non, pas forcément. Il faut analyser avec beaucoup d'autres facteurs que cela. Alors, maintenant, on va passer à l'erreur courante numéro 3. C'est laquelle? La plupart du temps, et ça revient très souvent dans les achats, les acquisitions de logements, négliger les coûts cachés. Il y a de nombreux coûts qui ne vont jamais apparaître à première vue. Quand vous avez le commercial de la société de promotion immobilière qui vient vous parler de leur projet, ils ne vous parleront jamais de tous les éléments. Et ce n'est pas leur rôle de vous parler de tous les éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts supplémentaires normaux. C'est-à-dire que vous achetez une maison, il va falloir parfois avoir à payer les frais de l'agence immobilière qui n'apparaissent pas souvent. Il va falloir payer les frais du notaire. Il va falloir tenir compte que le fait d'aller dans une nouvelle maison peut déclencher des charges supplémentaires. Vous étiez dans un appartement, par exemple, qui avait des charges communes assez faibles. Vous étiez dans une cité qui avait des charges communes, voilà, de la gestion du syndic. Désormais, vous achetez une maison, une villa individuelle. Vous aurez des charges de gardiennage. Vous aurez plus de charges d'électricité et tout par rapport à une situation où vous étiez avant. Donc, c'est des coûts supplémentaires qui parfois n'apparaissent pas à première vue. La deuxième chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises, j'ai vu des personnes qui m'ont approché par rapport à cela, c'est pour se plaindre, c'est imaginez que vous allez dans une cité acheter un logement. Vous achetez le logement, au moment de prendre possession du logement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la clôture autour du logement. Et le promoteur vous dit, ah oui, en fait, on a vendu le logement tel quel. La clôture, c'est en option. Vous devez dépenser 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions pour avoir votre clôture individuelle. Donc, ces éléments-là, parfois, il y a une communication incomplète et parfois même c'est intentionnel de la part de certains promoteurs. Il faudrait que vous vous renseigniez très bien sur qu'est-ce qui est prévu dans la maison que vous achetez, qu'est-ce qui est en option, pour ne pas avoir des surprises après par rapport à ces coûts cachés-là. Et quand vous vous rendez compte que vous faites une décision qui sera peut-être la plus importante de votre vie, il vaut mieux se faire assister par des professionnels, mais des professionnels de confiance, que ce soit des notaires, que ce soit des banquiers, que ce soit des techniciens. Il faut des personnes autour de vous pour vous assister et vous éclairer à prendre une décision qui tienne compte de ces aléas-là, parce que ces aléas-là, leur impact sera très, très important. Alors, après avoir parcouru ces 3 principales erreurs, nous allons également parcourir les 5 pièges qui souvent trappent la plupart des acquéreurs de logements. Et le piège numéro 1, c'est quoi? Le piège numéro 1 que vous devez absolument éviter, c'est le fait d'ignorer ou de peut-être minimiser l'apport personnel. Je suis totalement d'accord qu'il y a des banques de la place, surtout en Côte d'Ivoire, qui offrent 100% de financement de votre logement, mais ce n'est pas parce qu'on offre 100% que c'est forcément la bonne chose à faire. Les conséquences sont assez graves souvent pour beaucoup de personnes. Vous savez, le fait d'avoir un faible apport personnel ou de ne même pas avoir du tout d'apport personnel va forcément augmenter vos mensualités, n'est-ce pas? Vous aurez plus d'intérêt à payer pendant la période de crédit. Et chaque fois, si vous regardez réellement votre tableau d'amortissement, intéressez-vous à regarder le total que vous allez payer à la fin de la période de remboursement. L'ensemble, le cumul de toutes les échéances. Vous allez peut-être mettre les mains à la tête et dire « Waouh, il en est ainsi ». Je vais vous prendre un exemple. Pour un crédit de peut-être 100 millions, vous allez vous rendre compte que sur 10 ans, vous payerez à peu près, si vous avez un taux d'intérêt entre 8 et 8,5, vous payerez à peu près 50% de plus. Si vous allez sur 20 ans, vous allez payer peut-être jusqu'à 100% de plus. Vous avez pris un crédit de 100 millions, vous allez vous retrouver en train de payer 200 millions. Donc parfois les montants vont très haut. Mais si on ne s'arrête pas pour regarder réellement quel est l'impact du fait d'avoir mis l'apport personnel ou pas, on va peut-être penser que c'est une aubaine pour la banque de nous offrir cette maison à crédit avec 100% de crédit. Donc, vous n'allez pas pouvoir être
capable de négocier vos conditions parce que celui qui vous donne 100% vous donne ses conditions aussi qui sont à prendre ou à laisser. Vous avez moins de capacité de négociation. Donc, nous, ce qu'on recommande à Daken Business Coaching, c'est de pouvoir avoir un apport personnel minimum de 20%. Pourquoi? C'est la meilleure façon de tester que vous avez les capacités d'acquérir le logement que vous souhaitez acquérir. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place 20% du coût de logement, de manière très pratique, ça veut dire quoi? Vous voulez acquérir un logement qui coûte 100 millions. Vous allez être capable de mobiliser vous-même 20 millions et vous allez attendre de la banque 80 millions simplement pour que ça fasse les 100 millions. Si vous n'êtes pas capable de réunir 20 millions, vous ne pouvez réunir que 10 millions. Ça veut dire en fait que vous méritez une maison simplement de 50 millions, sous réserve de vérifier la quotité. Hein. Mais je vais déjà vous dire, en termes d'accessibilité, en termes de dimensionnement de la maison, c'est important de voir vos propres capacités de contribution parce que le risque doit être partagé pour que ça fasse sens, pour que vous soyez chez vous comme un propriétaire même partiel au lieu d'être dans une maison qui appartient à 100% à la banque. C'est hyper dangereux d'être dans cette situation-là. Et donc, pour pouvoir réussir à rassembler l'apport personnel qu'il vous faut, eh bien, au lieu d'acheter votre logement maintenant, si vous n'êtes pas prêt avec les 20%, je vous conseille de vous rapprocher de votre banque et de mettre en place, par exemple, un plan d'épargne logement. Vous allez contribuer chaque mois, vous allez mettre de l'argent de côté chaque mois et jusqu'à déterminer le montant. Par exemple, vous vous dites que j'ai besoin d'acheter une maison de 100 millions dans 4 ans ou de 100 millions, par exemple. Ça veut dire qu'il faut rassembler 20 millions d'apports personnels. En tenant compte de ma capacité de mettre de côté de l'argent chaque mois, combien de temps me faut-il pour pouvoir effectivement rassembler 20 millions? Et donc, vous serez capable de mettre en place un plan d'épargne logement de la durée correspondante. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 4 ans? Est-ce que c'est 5 ans? S'il le faut, prenez le temps de contribuer, de mettre l'argent de côté pour constituer votre apport personnel. C'est très, très important. La deuxième astuce que je peux vous donner pour pouvoir augmenter votre capacité à contribuer, c'est de dire, c'est vrai que je vais commencer à payer mon logement, mais parfois les constructeurs vous laissent le temps de payer pendant la construction. Continuez à payer, mettez en place un plan de paiement progressif. Le programme peut durer 18 mois, peut durer 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Arrangez-vous à ce que tout argent supplémentaire que vous avez, les bonus que vous recevez de manière sporadique, les 13e mois pour certaines personnes qui sont dans le secteur bancaire et dans d'autres secteurs qui ont des revenus sporadiques, des revenus non attendus, prenez le maximum et mettez le maximum dans un plan d'épargne logement, dans tout ce qui contribuera à augmenter votre apport personnel par rapport au logement que vous voulez acquérir. Le piège numéro 2 que je vais vous demander d'éviter à tout prix, que je vois beaucoup de personnes faire, c'est de ne pas négocier les conditions. On se dit, ouais, les banques sont trop fortes, donc il n'y a pas moyen de négocier les conditions. Ce n'est pas toujours vrai. Quand vous êtes en position de faiblesse, oui, c'est plus compliqué de négocier. Si vous venez prendre un crédit à 0% d'apport personnel, vous prenez à 20 ans, que la banque accepte cela, en fait, vous fragilisez par rapport à vos capacités de négociation. Mais imaginez-vous, quand vous partez négocier, dites-vous que vous n'avez rien à perdre. Vous partez, demandez quelque chose, osez demander ce que vous voulez, osez obtenir le meilleur en termes de conditions, même les conditions de taux. Tant que vous pouvez négocier, essayez de négocier pour obtenir de meilleures conditions de taux. Vous n'avez absolument rien à perdre. Si on vous dit oui, c'est bon. 0,25 grappier comme point, 0,50 grappier comme point, c'est toujours important quand vous regardez en fait le long terme. La première chose, après avoir accepté d'aller négocier, c'est de comparer les offres. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas marié à une banque. Vous allez à une banque, vous prenez les conditions, vous comparez à une deuxième banque pour voir si vous avez des conditions avantageuses. Comparez les offres bancaires et peut-être que ça va vous amener à décider différemment. La deuxième astuce que je vais vous demander aussi, c'est n'attendez pas d'être dans l'urgence pour aller demander un crédit logement. Préparez-vous suffisamment à temps. N'attendez pas d'avoir donné l'engagement à la société de vente, la société de promotion immobilière. Vous êtes coincé, on vous demande 1 mois ou 2 mois pour payer et vous cherchez la banque qui va vous accorder le crédit le plus rapidement possible. Alors là, vous n'aurez pas le choix de négocier. Vous allez prendre absolument les conditions que la banque va vous imposer. Mais si vous planifiez à l'avance, si vous planifiez suffisamment tôt et que vous vous dites, je vais prendre le temps d'aller à une banque, 2 banques, 3 banques, prendre les conditions, comparer, voir ce qui est réellement avantageux, sans être dans l'urgence, sans avoir pris un engagement ferme et irrévocable qui nous donne en fait quelques semaines ou quelques mois seulement pour décider, eh bien, j'aurai plus de marge de manœuvre pour pouvoir le faire. La troisième astuce que je vais également vous donner, et ça, pour avoir été banquier pendant 18 ans, j'ai vu beaucoup de personnes qui ne demandaient, de manière standard, parfois les banques mettent une clause de remboursement, de pénalité en cas de remboursement anticipé dans les contrats de prêt. Eh bien, vous pouvez demander à la banque d'enlever cela. Pourquoi? Parce que vous souhaitez
demain avoir plus de revenus et pouvoir demander un remboursement anticipé. Si vous ne le faites pas et vous acceptez que la pénalité soit mise, demain vous avez pris un crédit sur 15 ans, il vous arrive d'avoir des revenus qui ont augmenté. Peut-être que aujourd'hui vous touchez 1 million de salaire, n'est-ce pas? Il peut arriver que dans 5 ans, vous passez à 1,5 million, peut-être même à 2 millions, vous avez des revenus secondaires. Vous décidez de payer par anticipation une certaine partie. À ce moment, la banque vous dit qu'on vous pénalise. Alors que si vous aviez pu négocier au moment de mettre en place, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. La banque aurait pu plus facilement accepter, voilà, de ne pas, en fait, d'enlever cette clause de pénalité anticipée, de ne pas vous pénaliser au cas où vous choisissez de rembourser avant le temps. Donc, voilà. Maintenant, dans certains cas aussi, j'ai vu des banques, le fait qu'on vous impose un prélèvement obligatoire chaque mois, c'est très bien, mais dans beaucoup de banques, on vous dit que c'est au terme du crédit que vous aurez accès à l'épargne que vous avez mise de côté. Je vais expliquer ça de manière pratique. Supposez qu'on vous prenne 50 000 chaque mois. Chaque année, ça va vous faire à peu près 600 000 que la banque aura prélevé. En 10 ans, ça vous aura fait 6 millions. Il va arriver un moment où votre encours de crédit devient même suffisamment bas, mais la banque maintient toujours ce prélèvement-là. Donc, il faut qu'on ait la possibilité de dire, on peut le liquider périodiquement. Par exemple, le montant que je mets dans l'épargne progressive, l'épargne obligatoire, peut être un certain nombre de mois de remboursement pour prémunir la banque au cas où je suis incapable de tenir mes engagements. Je peux par exemple décider qu'on mette ça à 3 mois. Ça veut dire que quand je vais au-delà de 3 mois, je peux demander à un moment de liquider le supplément pour pouvoir réduire une échéance en commençant par la fin de mon crédit. Là, je vais pouvoir raccourcir la durée de crédit. C'est peut-être assez technique, mais tant que vous pouvez, ceux qui comprennent, ceux qui sont des financiers, ceux qui ont un minimum de bagages, parlez-en à votre banquier. Il y a des choses qui sont possibles. Si vous demandez, ce sera peut-être possible de le faire. Le piège numéro 3, que je note chez la plupart des personnes qui vont s'endetter pour acquérir leur logement, c'est de ne pas se constituer une épargne de sécurité financière. Vous savez, quand vous venez d'aménager dans une nouvelle maison, il y a énormément d'imprévus. Il y aura des imprévus, vous ne pouvez pas avoir tout prévu. Il y aura des imprévus, mais vous aménagez là, vous êtes au maximum de votre quotité, vous avez 0 franc dans votre compte d'épargne, et il y a des imprévus. Comment ça va se passer? Mais ce sera très difficile pour vous, chef de famille qui me regardez en ce moment. Donc, au moment de prendre votre logement, assurez-vous d'avoir mis de côté une certaine épargne. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le modèle Sérénité financière 365, nous recommandons de ne pouvoir aller à l'achat de la maison que quand on a pu traverser l'étape numéro 3, n'est-ce pas, qui vous amène à avoir au moins 3 mois de dépenses courantes mis de côté. Ces 3 mois-là, ce n'est pas pour aller organiser la fête, pour prendre la crémaillère pour votre nouvelle maison. Non, c'est l'argent mis de côté pour attendre les imprévus. Parce qu'en tant que nouveau propriétaire de maison, en tant que chef de famille, vous aurez des urgences. Donc, cet argent-là, il faut le mettre de côté. Rien n'empêche que quand vous entrez dans votre nouvelle maison, vous puissiez perdre votre emploi, vous puissiez avoir un accident de travail, vous puissiez avoir une panne de votre voiture, une panne dans la maison, un cas de maladie. Non, il faut absolument avoir d'abord cet argent de côté, que vous n'allez pas toucher, même si vous êtes en train de vous endetter pour entrer dans une nouvelle maison. Et en plus des 3 mois, d'ailleurs, je recommande de mettre en pro 5% du coût de logement de côté. Ça arrive toujours. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est entré dans la nouvelle maison, il n'y a pas eu de travaux supplémentaires. Même quand la maison était livrée clé en main, il y a des petites choses que vous voulez bien mettre à jour. Donc, en dehors de 3 mois qui représentent en fait votre capacité à couvrir les dépenses courantes de votre famille pendant 3 mois, c'est bon de planifier encore un 5% du coût de logement pour parer aux imprévus liés aux travaux supplémentaires sur le logement. De manière pratique, c'est quoi? Vous voulez acquérir un logement qui coûte 100 millions et vous, pour les dépenses courantes de votre famille, s'élève à 1 500 000 tous les mois, par exemple. Ça veut dire que dans le compte d'épargne qui est lié à la protection de votre famille, vous avez 4 500 000 qui représentent 3 mois de salaire déjà mis de côté. Mais parce que vous achetez une maison de 100 millions, vous avez commencé par mettre d'abord 20 millions d'apport personnel et il est souhaitable de mettre encore 5 millions de côté, de l'argent à disposition pour qu'en intégrant la maison, s'il y a des dépenses supplémentaires de connexion d'eau et d'électricité ou de travaux techniques qui n'ont pas été bien faits, vous soyez capable de réagir sans mettre en péril votre famille. Donc, à la fin, c'est comme si vous avez pu mettre 25%. Sauf que vous avez mis 20% tout de suite. 5%, c'est juste un fonds de réserve au cas où il y a une urgence technique sur la maison. Donc, voilà pour éviter le piège numéro 3. Alors, maintenant, nous passons au piège numéro 4 qu'il faut absolument éviter. Eh bien, c'est parfois d'être trop optimiste par rapport aux évolutions futures. Vous savez,
Quand on a eu une belle carrière, quand on a peut-être eu quelques promotions, on anticipe en se disant que le futur sera toujours pareil. On anticipe en termes de dépenses. On dit qu'on peut se mettre à l'étroit en termes de quotité, on peut se mettre à l'étroit en termes de charges à prendre par rapport à la maison, parce qu'on se dit que l'année d'après, on aura peut-être des revenus supplémentaires. Alors, il faut anticiper avec beaucoup de réalisme, en fait, de futur. Et les conseils pratiques que je pourrais donner sur cette question-là, c'est de dire, oui, on n'a pas envie de se retrouver dans une situation financière difficile. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? En matière de carrière, il faut rester assez conservateur. Je ne dis pas forcément pessimiste, mais il faut être assez conservateur en se disant que même si notre carrière n'évoluait pas, avec notre niveau de revenus, s'il restait quasi stagnant, comment ça va se passer? On ne va pas forcément anticiper sur l'augmentation de revenus pour anticiper également sur les dépenses. Non, il faut attendre d'avoir vu cela devenir une réalité pour pouvoir effectivement choisir d'engager certaines dépenses. Deuxième chose que j'ai vue au quotidien qui amène beaucoup de stress financier chez les gens qui m'approchent, eh bien, c'est parfois le fait de n'avoir pas bien optimisé, bien évalué les charges annexes. Quand on prend un nouveau logement, peut-être qu'on était habitué à un ancien logement, n'est-ce pas? Mais on vient d'un nouveau logement et on se dit, ouais, ça va, on est assez optimiste, les charges vont rester telles quelles. Mais parfois, on voit que les charges annexes au logement peuvent évoluer de 30 à 50%. Peut-être qu'avant, on avait des charges peut-être raisonnables, 10-20% de logement, mais du fait qu'on a migré dans un autre standing, du fait qu'on a migré dans une autre zone, du fait qu'on a une maison maintenant qui est équipée peut-être des avantages de climatiseur et tout ça, on passe à un niveau où des charges atteignent des sommets. Peut-être qu'on a besoin d'autres charges supplémentaires. Donc, il ne faut pas qu'on anticipe automatiquement sur l'augmentation des revenus. Par contre, il faut qu'on anticipe que les charges peuvent augmenter, n'est-ce pas? Quand l'électricité augmente, quand le carburant augmente, il n'y a pas de préavis de notre part. Nous ne recevons pas un préavis. Alors, il faut également tenir compte du fait que, en évoluant, en allant vers un nouveau quartier, les coûts de la scolarité, en raison de l'inflation ou en raison de la zone qui devient de plus en plus dense, vont augmenter. Donc, si je ne tiens pas compte du fait que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce que je paye aujourd'hui comme scolarité sera inférieur à ce que je paierai dans 5 ans, je risque de mal anticiper. Je ne vais pas non plus dire que mes revenus vont augmenter forcément. Non, mes revenus peuvent ne pas augmenter, mais l'école décide d'augmenter la scolarité. Deuxièmement, le transport. La zone où je vais aller habiter peut devenir de plus en plus saturée. Ça veut dire que si il y a plus de saturation, ça veut dire qu'en termes de carburant, budget carburant, ça va peut-être forcément augmenter, ça ne va pas diminuer. Plus il y aura du monde, plus il y aura du trafic, plus il y aura des charges supplémentaires, sans corrélation forcément avec une augmentation des revenus. Comme j'aime souvent le dire, les revenus augmentent de manière très lente et les charges augmentent de manière plus rapide. Donc, il vaut mieux anticiper qu'il y aura une augmentation plus rapide des charges et pas forcément une augmentation rapide des revenus. Ça veut dire quoi? Au lieu d'être simplement optimiste que son salaire va augmenter de manière exponentielle, peut-être qu'il est temps d'envisager d'autres sources de revenus, n'est-ce pas, pour contrer en fait l'augmentation, l'impact de l'inflation sur les charges quotidiennes que je ne peux pas forcément contrôler. Parce que l'inflation, elle aussi, arrivera à coup sûr. Alors, le piège numéro 5 maintenant, pour terminer, c'est le fait d'ignorer de nombreux petits aspects comme les aspects techniques, juridiques et administratifs. Vous savez, on va dans une maison, je l'ai dit au début en termes d'erreur, mais ça revient aussi ici en termes de piège. Parfois, on est déjà engagé en termes de contrat, on n'a pas bien verrouillé les aspects techniques, les aspects juridiques de comment est-ce qu'on allait recevoir la maison. Le promoteur, on se retrouve au milieu, on a payé de l'argent, on ne s'est pas protégé, il n'a pas pu terminer les travaux, il y a des travaux qu'il avait prévu faire, on signe, on lui donne l'argent, il ne les fait pas, on n'est pas protégé juridiquement. Donc, ces risques techniques qui sont parfois liés à la réception réelle de l'ouvrage que nous recevons, les risques juridiques qui sont parfois liés au contrat que nous signons avec les promoteurs et parfois d'autres risques administratifs où vous pensez que vous avez un terrain chez vous alors que le promoteur n'a pas fini de effectivement boucler les procédures administratives, ces risques-là peuvent nous rattraper. Et je vous l'ai dit au début, il s'agit d'un achat qui est un achat très important pour la plupart d'entre nous. Le conseil, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Parfois, on imagine que c'est coûteux, mais ce n'est pas toujours coûteux. Il y a des personnes, même qui peuvent être des mentors, qui peuvent être des proches de vous, mais qui sont des professionnels dans le domaine, ou bien qui ont déjà fait 3, 4, 5 acquisitions de logements, qui peuvent vous donner un conseil avisé. Ce n'est pas quelqu'un qui a aussi simplement une opinion, mais il n'a jamais acheté un logement. Il n'a jamais acheté un logement, il n'est pas un professionnel de l'immobilier, mais il vous donne un conseil. Donc, il faut qu'on fasse attention aux risques de construction, on fasse attention aux risques juridiques qui peuvent être liés à la propriété. Donc,
Voilà les 3 erreurs courantes et les 5 pièges à éviter par rapport à l'acquisition de votre logement. Alors, pour nous résumer, on va reprendre les 3 erreurs, en synthèse, les 3 erreurs courantes qu'on a observées, que vous devez absolument aussi faire tout pour éviter. C'est ne pas bien évaluer sa capacité d'endettement. C'est important de bien savoir à quoi est-ce que j'ai droit exactement. Bien regarder mes capacités d'emprunt pour savoir quel est le montant pour pouvoir dimensionner la maison qu'il me faut en réalité. L'erreur numéro 2, c'est de penser que sa première maison sera la dernière maison. On veut être parfait. On essaie de faire trop de modifications. On construit une maison parfois trop grande. Donc, il faut qu'on tienne compte des évolutions futures et qu'on se dise que la première maison n'est que la première maison, n'est peut-être pas forcément la dernière et qu'on aura la chance peut-être d'améliorer demain. La 3e erreur courante, c'est parfois de négliger les coûts cachés. Il y a de nombreux coûts qui sont associés à la formalisation de cette procédure d'acquisition-là. Les coûts liés à l'assurance, les coûts liés aux frais de l'agence immobilière, les coûts liés aux frais de notaire et toutes les autres charges de fonctionnement qui viendront s'ajouter dans notre nouveau logement. Donc, voilà les 3 erreurs courantes qu'on a eu à relever. Maintenant, il y a également 5 pièges dont nous avons parlé. Le piège numéro 1, c'est d'ignorer ou de minimiser l'apport personnel. Je viens donner mains et pieds au banquier qui me donne 100% de crédit quand je n'ai rien apporté. Donc, nous recommandons un minimum de 20% d'apport personnel. Deuxièmement, nous recommandons, en termes de pièges, en termes de facilitation pour pouvoir mettre en place ce montant, de mettre un plan d'épargne logement pour faciliter l'acquisition l'accumulation de ces 20%-là et mettre toutes sortes d'épargne, de bonus, de paiements supplémentaires inattendus pour accélérer le pas. Le piège numéro 2, c'est de ne pas négocier les conditions de prêt. Quand vous vous fragilisez en termes d'apport personnel, il va être beaucoup plus difficile de négocier. Donc, plus vous aurez mis dans l'apport personnel, plus il sera facile de négocier les conditions de prêt. Comparez les offres de plusieurs banques, négociez les conditions de prêt. Le piège numéro 3, c'est de ne pas se constituer une épargne de premier secours. Entrer dans votre nouvelle maison ne vous empêchera pas d'avoir des imprévus dans le fonctionnement de votre ménage, n'est-ce pas? Il peut arriver que vous ayez des imprévus dans le fonctionnement de la famille. C'est pour ça que nous recommandons de mettre 3 mois de côté. Nous recommandons de mettre 5% supplémentaires par rapport au coût du logement pour pouvoir éviter ce piège-là. Et le piège numéro 4, c'est d'être trop optimiste par rapport au futur. N'oubliez pas que vos revenus vont augmenter très lentement et les dépenses augmenteront plus rapidement. Soyez plus réaliste en termes d'augmentation de revenus et soyez plus pessimiste en termes d'augmentation des charges parce qu'elles augmenteront assez vite en raison de nombreux facteurs, y compris l'inflation. Et le piège numéro 5, c'est d'ignorer certains aspects qui sont liés à la réception du logement, que ce soit les aspects techniques, les aspects juridiques par rapport à vos rapports avec le promoteur immobilier. Donc, il faut faire attention en se faisant accompagner pour pouvoir cerner les risques techniques, les risques administratifs et les risques juridiques liés à cette procédure-là. Donc, voilà un peu comment vous aider à pouvoir acquérir en toute sérénité votre première maison, qui ne sera pas forcément votre dernière maison. Vous avez vu les 3 pièges, les 3 erreurs courantes et les 5 pièges à éviter. Partagez autour de vous pour pouvoir informer et alimenter en fait la réflexion pour certains de vos proches qui sont peut-être dans le process ou bien qui envisagent pour plus tard d'acquérir la maison, qui est quelque chose de souhaitable à chacun d'entre vous. Mais il vaut mieux pour un engagement aussi important d'être bien entouré. Alors, je vous encourage donc à prendre le temps de réfléchir, de mûrir vos décisions avant de passer à l'action. Avant de partir, je voulais annoncer ici le thème de l'épisode 12. Nous savons que la maison, parfois, on vient d'en parler, est un sujet qui amène à discuter de beaucoup de problèmes d'argent et parfois déclenche aussi beaucoup de problèmes d'argent après qu'on ait même acquis la maison. Et de manière générale, on se rend compte que parler d'argent en couple est un sujet assez sensible aujourd'hui. Nous avons choisi pour l'épisode 12 de vous parler de comment établir une communication financière saine et harmonieuse dans votre couple. Retrouvons-nous la semaine prochaine. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.